Vous écoutez Baril Midi avec Marianne Tremblay, Dylan Condé et votre animatrice, Victoria Barry. Ben oui, bon samedi, très contente de passer mon heure de dîner avec vous, chers auditeurs, et mes deux collègues, Marianne, Dylan, salut! Bon midi! Allô! C'est un très beau samedi, en tout cas, par la fenêtre, ça me semble très beau, mais Marianne, dehors, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée, mais toutefois un peu froide avec une température de moins 13 degrés, ressenti moins 20. On va finir la journée sur un beau ciel dégagé et une température très stable. Et puis là, si vous êtes en congé, c'est le temps là, d'aller patiner sur le canal Rideau, c'est ouvert, Oui, OK? enfin! Profitez-en parce qu'on le sait, c'est chose rare de nos jours de pouvoir aller sur le canal Rideau. Et puis, si vous êtes en congé, vous pouvez également participer au Salon du Livre qui se déroule en ce moment là, jusqu'à dimanche 25 février. C'est la 45e édition du Salon du Livre au Palais des Congrès de Gatineau. C'est toujours le fun d'aller au Salon du Livre. Je pense que tout le monde a des beaux souvenirs. Puis, c'est vraiment un endroit... Je me rappelle mon enfance parce que c'est les sorties scolaires. Hein? Oui, les sorties scolaires. Tout le monde allait là en sortie scolaire. Mais moi, j'ai des bons souvenirs, mais j'ai aussi des mauvais souvenirs parce qu'on dirait que des fois, ça me malaise de passer à côté des auteurs qui te regardent et qui ont envie que tu leur parles de leur livre, mais tu l'as pas lu, puis tu t'intéresses pas à tous les auteurs, évidemment. Là. Surtout en contexte de sortie scolaire quand t'es jeune, puis que tu connais pas les auteurs, justement, en Ben question. oui! C'est tellement intimidant. Mais parlant d'intimidant, moi, je suis une grande fan du Salon du Livre, puis j'y vais pratiquement à chaque année. Puis, dans les années précédentes, j'y avais été, puis... Tu sais, vous me connaissez, je suis un petit peu gênée des fois en public. Oui. Oui. Mais j'avais été avec mon frère, puis on a croisé Marina Orsini, qui était là pour faire le lancement de son livre de cuisine. Est-ce que tu es fan de Marina Orsini? Et vous savez, je suis tellement fan. Moi, j'ai grandi en écoutant Les Filles de Caleb. Ah, ben oui, Puis, ben oui. J'étais avec mon frère au marché, on s'en allait acheter un autre livre. Puis là, je l'ai vu, je l'ai croisé, elle portait un veston rose flash. Puis là, j'ai croisé son regard, je l'ai regardé, j'ai figé. Oh non! J'ai pas été capable d'aller lui parler. Fait que je la regardais, puis là, je me suis dit, mon Dieu, c'est Marina Orsini. T'as manqué ta chance. J'ai manqué ma chance, j'ai continué à marcher, mais là, je parlais à mon frère, puis j'étais là, mais je peux pas passer à côté de cette occasion. Jamais ça va se représenter dans ma vie. Fait que je suis retournée la voir avec mes petites pommettes vraiment rouges de gêne. Ben oui. Je la regarde, puis je lui dis, écoute, Marina, je suis tellement une grande fan. Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Là, elle me dit, mais oui, ma belle-fille. Puis là, on a placoté. Puis elle était gentille? Elle était incroyable. Mais je pense pas que Marina Orsini peut être méchante. Non. Ça fait pas de sens dans C'est ma ça. tête. J'irais à son show n'importe quand, là. Mais je suis contente que tu aies passé par-dessus ta gêne, Marianne, vraiment. Là, les auditeurs, on veut des anecdotes similaires. Quel est votre meilleur souvenir du Salon du Livre? Textez-nous au 11008. On va revenir là-dessus en deuxième heure de l'émission. À la circulation, Dylan, quel est l'état des routes? La 50 Guy Lafleur du nord au sud est décongestionnée au centre-ville, aussi décongestionnée. Pour traverser, le pont Alexandra reste toujours barré. Et le pire pont, le pont Champlain, miraculeusement est décongestionné. Wouhou! Pas profiter! Sinon, les autres ponts continuent à rouler et fluctuent comme la rivière Outaouais. Côté Ottawa, 417, toujours des travaux en cours, mais on ne gêne pas la circulation. Vers le sud, la rue Bank est congestionnée et vers la colline parlementaire, la 34, elle a des congestions depuis d'ici 1 heure maintenant. Merci beaucoup, Dylan. Donc, à la maison, n'hésitez pas à faire un petit tour sur nos routes. Là. Ça semble assez agréable. Mais nous, on va plutôt rester ici en studio et faire un tour de l'actualité avec Marianne. Donc, dans le dossier de l'achat de la rue Wellington, la ville d'Ottawa serait en attente d'une contre-offre du fédéral. La ville d'Ottawa est présentement toujours en attente d'une contre-offre de la part du gouvernement fédéral concernant l'acquisition de la rue Wellington. L'artère du centre-ville était convoitée par le gouvernement afin d'y faire l'aménagement d'espaces piétons alors que cette dernière était fermée. L'Agence fédérale Services publics et approvisionnement Canada avait offert une compensation pour empêcher la réouverture de la rue au printemps dernier et donc contribuer au projet du gouvernement, mais la ville d'Ottawa et le maire Mark Sutcliffe ont rejeté l'offre. Et puis là, on a une mise à jour dans le dossier de Michel Thibodeau, le bilinguisme dans les aéroports. Ce serait une autre victoire là, pour M. Thibodeau. Le juge Peter G. Pamel a condamné l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto à payer 6 500 $ dommages-intérêts et en dépenses au franco-ontarien Michel Thibodeau.
C'est un combat qui date depuis plus de 20 ans, remontant jusqu'en 2016. Donc, on se rappelle, dans ce dossier, M. Thibodeau mettait en lumière des violations linguistiques alléguées à l'aéroport international Pearson. Le juge a finalement donné raison à M. Thibodeau. L'autorité aéroportuaire du Grand Toronto reconnaît avoir enfreint la loi sur les langues officielles dans certains aspects du dossier et dit avoir mis en place des mesures pour y remédier. Et là, 2 ans depuis l'invasion de l'Ukraine, on a une nouvelle aide canadienne à l'Ukraine là, de 2,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, un nouvel accord de sécurité bilatérale entre le Canada et l'Ukraine a été signé entre Justin Trudeau et Volodymyr Zelensky. L'entente d'une valeur de 2,7 milliards de dollars prévoit des engagements à long terme pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. De ce prêt, il y aura 2,4 milliards de dollars qui permettront d'assurer le maintien du gouvernement ukrainien malgré l'invasion russe, ainsi que dans le but de rebâtir l'économie du pays qui, on le rappelle, est en guerre depuis 2 ans aujourd'hui même. Le reste des fonds seront accordés pour l'aide militaire, des équipements ainsi que de la formation. Oui, puis c'est très important de continuer à parler du conflit en Ukraine. Je crois que l'anniversaire de 2 ans nous le rappelle. Là. Merci beaucoup, Marianne. Merci. D'ailleurs, plus tard en émission, on va revenir sur la démission de la mairesse de Gatineau. Sujet chaud de l'heure, évidemment, là, on ne peut pas l'éviter. On va même recevoir un conseiller municipal, là, donc restez avec nous. Mais pour l'instant, c'est l'heure, mon moment préféré, d'entendre la douce voix de notre chroniqueur Dylan. Ah, On merci, jase merci. de politique fédérale. Donc hier, les libéraux et les néo-démocrates se sont finalement entendus sur un projet d'assurance médicaments, un projet de loi qui établit la continuité de l'accord politique entre ces deux partis. Hey, entente qui a été devancée par un ultimatum imposé par le NPD il y a quelques semaines. Le PLC, Parti libéral canadien, avait jusqu'au 1er mars pour accepter les demandes du NPD avant que l'accord soit terminé. Ils sont passés à 1 semaine de perdre cet accord. Mais qu'est-ce qui arrive si cet accord politique se termine? Eh bien, le PLC, Parti libéral canadien, ne sera plus majoritaire, entre guillemets, sans les accords avec le NPD. Seulement les 158 sièges au Parti libéral pourront voter pour les projets de loi du gouvernement actuel. Toutefois, étant minoritaire, on verrait plein de propositions passer dans le beurre, mettant de l'avant le gouvernement inefficace devant l'œil du public. Ça rend possibilité de nouvelles élections plus tôt, car on le sait, sous un gouvernement minoritaire, les élections peuvent survenir à tout moment. Faire un vote de confiance, par exemple, comme un budget, si le gouvernement n'est pas capable de faire passer, il tombe directement. Moi, j'aime ça, le gouvernement minoritaire, parce que ça fait en sorte que le gouvernement est obligé de mettre de l'eau dans son vin pour que les lois puissent être adoptées, puis ça va prendre l'appui d'autres partis aussi. Mais moi, par contre, je suis pas une fan des gouvernements minoritaires parce que j'ai l'impression que c'est un peu un frein à l'adoption de projets de loi. J'ai l'impression qu'un gouvernement majoritaire, ça peut passer ses lois beaucoup plus rapidement, puis on avance beaucoup plus. Fait qu'un gouvernement minoritaire, je suis d'accord, ça encourage le débat. Comme tu dis, le gouvernement peut mettre de l'eau dans son vin, mais ça a également des côtés négatifs. Ben, effectivement, récemment, dans notre politique actuelle, ça fait longtemps qu'on reste minoritaire. Je pense pas qu'on aille dans le majoritaire d'ici tôt. Mais bref. On est loin du Québec, là, où François Legault a eu la très forte majorité. Là. Au Canada, c'est moins majoritaire, les gouvernements, effectivement. Tu sais, justement, avec la continuité de cet accord politique, je me suis posé la question, pouvons-nous considérer cette stratégie politique une stratégie démocratique? C'est une très bonne question. Je te pose la question. Dans mon livre à moi, la politique, c'est l'art du compromis, mais faire des compromis avec le parti d'opposition et non créer une alliance avec un plus petit parti pour gagner en majorité. Oui, puis je suis d'accord. Puis je trouve que ça met de l'ombre un peu sur les plus petits partis. Tu sais, le NPD a une identité bien différente du Parti libéral du Canada. Toutefois, en s'alliant avec le Parti libéral, il a l'air d'avoir aucune autre identité que cette entente-là. Hey, on la perd, tu sais, on délaisse le parti centriste et là, on donne encore plus d'espace pour les partis d'opposition comme les conservateurs. Puis là, eux, ils gagnent du territoire. Là. Le Parti conservateur qui a l'air d'être le défenseur de la droite contre les deux partis de gauche. À la base, le NPD était une alternative pour les électeurs du gouvernement actuel. Et maintenant, ben, on délaisse ça de côté et on va les associer avec le Parti libéral. Bref, oui, le NPD a son mot à dire dans les lois proposées, mais au final, c'est le Parti libéral qui gagne plus que eux. Publiquement, là,
t'sais, on va se le dire, le NPD paraît comme le petit chien de poche du Parti libéral canadien. Effectivement. Puis merci, Dylan, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. On oublie souvent cette alliance-là, puis cette alliance-là peut expliquer plusieurs choix du gouvernement, puis plusieurs projets de loi qui passent, mais qui, autrement, ne passeraient pas là, devant les conservateurs. Merci beaucoup. On passe maintenant à un sujet encore plus controversé que le gouvernement Trudeau. Oui, les friteuses à air chaud. Sérieusement, là, cet appareil soulève les passions. Et puis, il se retrouve dans la presse aujourd'hui dans une chronique intitulée « Friteuse à air chaud, mode ou révolution ». Donc, friteuse à air chaud. Moi, j'adore les friteuses à air chaud. Moi, je trouve que c'est une révolution. C'est pas magique. Une mode. C'est magique. Mais dans l'article de la presse, on soulève que c'est peut-être juste une tendance qui va mourir dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une entrevue avec Alexandra Diaz. Puis, moi, je la suis depuis vraiment longtemps. En fait, j'ai beaucoup essayé ses recettes de cuisine futée parents pressés. Je ne sais pas si vous la connaissez à la maison, mais moi, j'adore. Puis, elle était animatrice, justement, avec sa collègue. Puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement des recettes de air fryer. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'elle s'est réinventée un petit peu. Elle s'est adaptée à cette tendance-là. C'est ça, elle s'est adaptée à la tendance du air fryer. Puis personnellement, moi aussi, j'adore ça. On l'appelle air fryer, mais le bon terme, c'est la friteuse à air chaud. Puis, moi, je trouve personnellement que c'est le meilleur des deux mondes. Tu as les avantages du four à convection traditionnel en ayant l'accessibilité et la rapidité du micro-ondes. C'est fantastique. C'est fantastique. Puis, en plus, ben personnellement, mais je pense que c'est prouvé aussi que le micro-ondes, c'est qu'il déshydrate la nourriture, puis il fait continuer la cuisson de la viande, fait que ça change le goût, puis ça change la qualité de la nourriture directement. Donc, vraiment, c'est vraiment une belle révolution, le air fryer. Moi, j'ai un rapport familier avec mon air fryer. Limite, c'est un membre de ma famille. Maintenant, quand je suis parti vivre tout seul, moi, je suis capable de me défendre en cuisine. Je peux te faire du riz, des œufs. La base, vraiment, juste la base. Ouais, la base. Là. À la maison, j'ai goûté à sa cuisine. Là, c'est pas extraordinaire. Ma mère, justement, en me voir partir, elle me offre un air fryer. Puis, écoute, je suis tombé en... Hey, j'espère que ma blonde va pas écouter ça. Je suis tombé en amour avec... Elle a de la compétition. Je passe tous les jours 3 fois avec mon air fryer, puis je me fais des plats, je me régale. C'est tellement facile et simple. Mais oui, tu peux tout faire dans ton air fryer. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est pour les petites quantités. Des fois, t'as pas envie de préchauffer ton gros four pour dîner simplement. Moi j'habite juste avec mon copain. Ben, en fait, mon fiancé maintenant. Là. Oh. Je suis pas encore habituée. Mais bref, juste à deux, tu sais, des fois, ça me tente pas de préchauffer le four. Là. Puis ça, c'est une petite quantité et ça chauffe tellement plus rapidement. Mais c'est exactement le point qu'Alexandra Diaz soulève dans l'entrevue. Puis... la personne qui l'interviewe arrête pas de revenir aux façons traditionnelles de faire la cuisine. Mais le point que j'aimerais soulever par rapport à ça, c'est que oui, le air fryer, c'est une nouvelle technologie, on s'y adapte, on en a peut-être un peu peur parce que ça a l'air un peu... ça a l'air de... C'est intense comme... R2-D2 dans Star Wars. C'est ça, c'est que les gens qui adorent la friteuse à air chaud sont vraiment en amour avec leur friteuse à air chaude. Mais moi, à ça, j'ai envie de dire, quand ils ont inventé le croque-pot ou que le croque-pot est sorti sur le marché, ben j'ai pas acheté mes chaudrons, j'ai pas acheté mes casseroles. T'as raison, Marianne. Donc, c'est juste il faudrait pas non plus. Tu sais, on gaspille du matériel pour rien, sinon... Tu peux quand même cuisiner avec ton creuset, même si t'as une friteuse à air chaud. Ça sert quand même, là. C'est ça, on peut garder les bons côtés du four quand on reçoit, puis s'adapter à la friteuse à air chaud. Pas de doute, il y a un engouement pour ça. Donc, à la maison, textez-nous. Êtes-vous pour ou contre les friteuses à air chaud? Est-ce que vous en avez une? On veut des bonnes raisons, là. Oui, on veut des bonnes raisons parce que clairement, ici, là, on est tous des fans. Là. On aimerait des gens qui détestent. Je rajoutais des recettes. Moi, des petites recettes, ça serait le fun. Mais savez-vous quoi? Je pense que c'est un peu comme la musique country. La musique country, ceux qui trippent sur la musique country sont tellement intenses à propos de ça que ça gosse tout le monde. Mais la musique country, il y a des très bonnes chansons de ça. C'est juste qu'on veut pas s'associer à cette culture et cette intensité-là. Et à ça, je vous l'ai déjà dit. Mes parents l'ont toujours dit, il faut goûter avant de dire du mal. C'est pareil pour le country. Tant que tu n'as pas écouté de musique country, tu peux pas dire que tu détestes ça. Essayez-le. Donc, textez-nous, je rappelle, au 11008 pour nous jaser de la friteuse à air chaud. Et parlant de sujets qui soulèvent les passions, c'est l'heure de... La goutte qui fait déborder le baril. Ben oui, votre moment préféré. Mon moment préféré aussi. À tous. Comme à tous les samedis, je reviens sur l'élément de l'actualité de la semaine qui m'a fait le plus réagir.
Et là, je peux pas passer à côté de la démission de la mairesse de Gatineau, maintenant notre ex-mairesse. On a les lèvres qui brûlent. Vous avez hâte d'entendre ce que j'en pense. Hein? Écoutez, Oui. au départ, France Belle-Île a reçu beaucoup de soutien jeudi lorsqu'elle a annoncé sa démission. Mais dans les jours qui ont suivi, le vent a tourné et ça me met hors de moi. Une mairesse qui quitte ses fonctions, notamment pour la quantité de critiques reçues pendant son mandat, est critiquée en ce moment pour avoir joué la victime quand elle a démissionné. Je reprends les mots là, du chroniqueur du droit Patrick Duquette qui dit « Je viens de réécouter pour la 3e fois le discours de démission de la mairesse. Ça part dans toutes les directions. Elle voudrait nous faire croire qu'elle est victime d'un système politique hostile et de la politique ultra-partisane. J'aimerais mettre l'emphase sur 3 mots. Nous faire croire. Encore une fois, une femme n'est pas crue. C'est déjà assez difficile. On peut penser aux victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales. On doit faire le double d'effort pour être cru lorsqu'on est une femme. Et voici un autre bel exemple. Puis j'aimerais aussi mettre de l'emphase sur le mot « victime ». C'est un mot, là, je sais pas vous, mais j'ai rarement entendu un politicien masculin référé en tant que victime. C'est un mot facile, c'est un mot qui me dérange parce que c'est pas d'être une victime, de dénoncer un climat qui nous convient pas à l'hôtel de ville. C'est pas d'être une victime, de dénoncer des commentaires haineux, des menaces de mort. Puis, je suis pas dans le secret des dieux. Je sais pas ce qui se passe, là. Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel de ville. Je sais pas qui... Les torts sont à qui. Mais je suis certaine que de référer à quelqu'un en tant que victime quand elle démissionne, c'est pas la manière d'encourager les femmes en politique. Mais tu sais, on rappelle que le Action Gatineau se sont prononcés 24 heures après l'annonce de la démission de Mme Belle-Île. Puis c'est la conseillère d'Action, Caroline Murray, qui s'est prononcée sur le sujet. Mais tu sais, ici, là, on a un seul parti, puis le reste, c'est tous des indépendants. Ce qui est très singulier comme composition d'un hôtel de ville. Excluant l'ex-mairesse, incluant l'ex-mairesse. Exact. C'est ça. Mais j'aimerais rappeler qu'il y a un seul parti dans la municipalité et le fait que l'ex-mairesse soit indépendante, quand les flèches commencent à fuser, l'accusé est pas si difficile à trouver et c'est justement 24 heures après Action Gatineau qui se prononce et la conseillère Caroline Murray qui dit qu'elle veut pas invalider les propos de l'ex-mairesse, mais elle pense que les gens voulaient imposer un climat d'intimidation, qu'il y a comme eu un ressenti collectif puis qu'on a pointé du doigt Action Gatineau. Elle pense que l'ex-maire... c'est ça. C'est que l'ex-mairesse, en fait, elle a déclaré que l'intimidation est normalisée et banalisée, ce qui alimente le cynisme puis qui pourrait faire plonger le taux de participation aux élections municipales. Mais je comprends. Caroline Murray, le point qu'elle avance, puis je vais y arriver, c'est que les représentants d'Action Gatineau, eux, ils soulignent, et à plusieurs reprises, que dans un conseil municipal, les débats enflammés, c'est des choses saines, voire essentielles. Je suis d'accord, mais je pense quand même que dans l'optique où on a un seul parti politique contre une femme indépendante, que bien sûr, elle avait des alliés là, au sein de l'hôtel de ville, elle se le cachait pas, mais une femme indépendante en politique, une femme forte qui a des opinions, qui a un caractère, je crois que ça dérange. Puis je crois que ça dérange le boys club qui participe à la politique municipale. Puis c'est ça qui me fâche puis qui me met hors de moi. Le maire de Québec, là, Bruno Marchand, a déjà fait une sortie sur le harcèlement des élus. Puis il a dit que les commentaires étaient plus violents et fréquents envers les femmes. Je vais vous faire jouer un extrait de la mairesse parce qu'on l'a entendu et on l'a réentendu, mais je trouve que ça parle vraiment. Je me suis beaucoup questionnée sur le prix à payer pour accomplir ce travail exigeant dans un contexte, disons-le, qui est souvent hostile. Je quitte, entre autres, pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque. Ça me donne des frissons d'entendre ça. Puis le tremblotement de sa voix. Là. Oui, puis de voir qu'il y a plusieurs personnes qui critiquent cette sortie-là, je trouve que ça envoie le mauvais message. Moi, ça me fait penser aux derniers politiciens qui ont quitté leur poste pour des raisons similaires, sont toutes des femmes. Je pense à Mélanie Clavet, mairesse de Petite-Vallée en Gaspésie, partie en mars 2023, suite à avoir reçu de nombreuses menaces, tant que de citoyens comme du conseil municipal.
Isabelle Lessard, mairesse de Chaplet, dans le nord du Québec. Suite à la saison historique des feux de forêt en 2021, elle reçoit de nombreuses critiques par rapport à son plan d'évacuation, quittant son poste sous la pression. Elle qui était la plus jeune mairesse aux élections en 2021. Et pour finir, la mairesse de Sherbrooke, c'est la plus récente, en Estrie, Evelyne Baudouin, qui quitte son poste à la suite des recommandations de son médecin. Elle est revenue après s'être remis de son épuisement professionnel en janvier de cette année. Ça m'inquiète terriblement pour l'avenir de la politique parce qu'on a besoin de femmes en politique, on a besoin de politiciens compétents, puis de critiquer sa sortie lorsqu'elle a démissionné, ça envoie le message qu'une femme indépendante en politique a peu de chances de se faire écouter par ses adversaires et par le public. C'est décourageant. On va continuer sur le sujet après la pause parce qu'on reçoit le conseiller municipal du district Elmer. Restez avec nous. Le quotidien de membre Fizz, c'est toujours plus de données en cadeau, plus d'économies sur votre forfait et vos données inutilisées qui passent au mois suivant chaque mois. Chez Fizz, vous en aurez toujours plus pour votre argent. Les conditions générales de nos différents programmes et politiques s'appliquent. Détails sur fizz.ca. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai été mairesse avant d'être députée. J'ai été élue en 95, donc la présence des réseaux sociaux ne se faisait pas tellement sentir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, honnêtement, ça mine énormément le moral des troupes sur le plan municipal parce que c'est constamment surveillé. Là. Tous tes faits et gestes sont scrutés à la loupe. L'Outaouais maintenant. L'Outaouais maintenant. Avec Frédéric Bisson. En semaine dès 15h au 104.7 Outaouais. Votre rendez-vous. Vous écoutez toujours Barry le midi. On poursuit la discussion sur la démission de la mairesse France Belle-Île. Avec nous en studio, on a la chance de recevoir Steven Boivin, conseiller du district d'Elmer et président du conseil municipal de Gatineau. Bonjour, Monsieur Boivin. Bonjour. Depuis jeudi, on se le cachera pas, la sortie de la mairesse de Gatineau a fait beaucoup jaser. La mairesse qui a lancé quelques flèches à ses collègues municipaux sans réellement nommer sans nommer personne. Est-ce qu'il y a un climat toxique, selon vous, au sein de l'hôtel de ville? Selon moi, puis selon l'ensemble des collègues qui ont réagi, c'est-à-dire que l'ensemble des collègues qui ont réagi ont plutôt prononcé les mêmes propos que M. Champagne, qui est le nouveau maire, qui était d'ailleurs le bras droit de la mairesse, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de climat toxique. On a des débats, c'est sain, on a des prises de position qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous, il y a des gens qui nous ont élus pour être en place. Donc, on défend ces citoyens-là. Donc, est-ce qu'il y a un climat toxique? Je pense que l'ensemble du conseil municipal s'est prononcé, autant des hommes que des femmes, pour dire qu'il n'y a pas cette ambiance-là au conseil municipal. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la composition même de l'hôtel de ville, un parti, plusieurs conseillers indépendants, plusieurs nouveaux politiciens également, vous ne pensez pas que ça peut créer... ça aurait pu nuire à la mairesse? Ça lui appartient. Là. C'est elle qui choisit si elle se présente indépendante ou avec une équipe. Là. C'est-à-dire qu'on est la seule grande ville qui a seulement un parti politique. Puis moi, ce que je tiens à dire, c'est que moi, même si je suis un candidat qui était indépendant, donc un élu indépendant, s'il y a autant de femmes autour de la table aujourd'hui, c'est grâce au parti politique. C'est-à-dire que autour de la table, la composition, on est 12 indépendants, 8 membres du parti. Dans les indépendants, il y a la mairesse qui est l'ex-mairesse qui est une femme, mais il y a une autre élue femme. Donc, il y a 10 élus masculins. Pour Action Gatineau, on parle de 6 femmes et 2 hommes. Donc, on voit que la mobilisation citoyenne, ces mouvements citoyens-là, par le biais d'un parti politique, c'est prouvé aussi dans plusieurs autres... Le parti politique encourage la mobilisation des femmes, selon vous? Bien, clairement, c'est prouvé, puis on le voit dans notre réalité, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une plus grande opportunité pour les femmes de se présenter à la politique, puis on le voit, le résultat, il y a 6 femmes élues, 2 hommes pour le parti politique. Mais justement, on n'aurait pas besoin de plus de partis politiques à Gatineau? Oui, mais c'est exactement ça. Donc, à votre première question, est-ce que ça nuit? Non, ça aide, en fait, les partis politiques. Et l'autre élément, c'est qu'un parti politique, ça démontre une certaine forme de transparence. C'est-à-dire que lorsqu'on est un parti, on a un programme de parti, nos idées, les gens, quand ils votent pour nous, ils savent de ce dans quoi ils s'embarquent. Tandis que lorsqu'on est indépendant, puis qu'on fait équipe avec d'autres indépendants et qu'on n'est pas affiché comme indépendant, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une équipe fantôme, puis c'est là qu'il y a un danger. Donc, moi, je pense qu'il faut s'afficher, puis c'est la raison pourquoi M. Leclerc et moi, on a affiché clairement nos intentions de former un parti politique, parce que ce sont les règles du jeu au Québec, imposées par le gouvernement provincial. Jouons les règles du jeu. Est-ce que vous avez la volonté d'intégrer des femmes dans votre futur parti politique?
Oui. Oui, on va faire ça. Vous allez mettre des efforts là-dessus. On va travailler là-dessus, oui. On croit... je pense que... Puis, tu sais, l'idée homme-femme, il faut voir aussi le spectre des générations aussi. Il faut voir le spectre de la diversité. Il ne faut pas seulement voir ça dans l'étiquette de genre. Il faut être représentatif de l'ensemble de la population. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Donc, lorsqu'on parle d'une étiquette, lorsqu'on parle du vivre ensemble, il faut voir l'ensemble de l'œuvre. Justement, dans la composition de l'Hôtel de Ville, ça veut dire quoi, les débats? Comment se déroulent les débats et l'adoption de certaines règles? Les débats, en fait, je suis pas sûr la question dans le sens où les débats, de la manière que ça se fait, c'est que dans un contexte, on a ce qu'on appelle les comités pléniers, donc l'administration qui nous présente des dossiers, mais on a également disons, les conseils municipaux où est-ce qu'il y a des résolutions qui, elles, sont recommandées par généralement le comité exécutif et ensuite, c'est débattu en public. Ouais. Donc, si les gens souhaitent savoir quel type de climat on a au conseil municipal, l'ensemble de nos débats sont faits de façon publique. Donc, c'est assez évident de voir, oui, il y a des débats serrés, il y a des débats qui sont vigoureux, mais je pense que c'est ça, la démocratie. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est une démocratie qui est saine, une démocratie qui se porte bien. Pourquoi? Parce qu'on a des débats qui se font et tout le monde peut porter la voix de ses citoyens et ses citoyennes. Mm-hmm. J'aimerais revenir sur la mairesse, là. C'est connu, vos relations n'ont pas toujours été roses. À quoi ressemblaient vos relations avec la mairesse quelques jours avant sa démission? En fait, mes relations avec la mairesse ont toujours été quand même de bon augure, c'est-à-dire qu'on travaillait très bien ensemble. Moi, à titre de président du conseil, on travaille de près ensemble. Donc... On a quand même des alliés de la mairesse qui vous ont accusé de manquer d'objectivité dans votre rôle de président. Oui, effectivement. Et ces allégations-là n'ont jamais été fondées, n'ont jamais été appuyées par d'autres membres du conseil municipal. Donc, c'est pour ça que quand il y a des allégations, c'est important, puis vous le disiez en début d'émission, c'est important d'entendre les victimes, c'est important de les écouter et de les croire. C'est très important. Mm-hmm. Mais c'est très important aussi de connaître l'ensemble de l'histoire. Puis, on veut pas sauter aux conclusions. Exactement, parce que dans ce contexte-ci, si la majorité, ou du moins l'unanimité du conseil dit qu'il n'y a pas un climat toxique, il y a des questions à se poser. Puis lorsqu'on fait des allégations, il y a aussi des victimes là-dedans, dans ces allégations-là du climat toxique. Donc moi et mes collègues, comme victimes de ces accusations-là, est-ce qu'on est entendu? Est-ce qu'on est cru aussi? Mm-hmm. C'est important de se poser cette question-là. Absolument. Puis je vais juste passer sur un autre sujet. Au niveau du patrimoine, mardi, là, vous avez voté en faveur de préserver le 674 chemin d'Elmer, mais coup de théâtre, c'était un vote qui a terminé en égalité, ce qui est très rare. Pourquoi, selon vous, ce sujet-là divise autant? La protection du patrimoine, c'est un défi parce que, pour plusieurs raisons. Protéger le patrimoine, ça peut être vu en opposition avec la densification, ça peut être vu en opposition avec plusieurs aspects. Et c'est assez récent dans l'ère municipale qu'on décide de protéger ces immeubles-là, particulièrement à Gatineau. On le voit avec la crise du logement, on a besoin de logements, mais à quel prix? C'est souvent la question qu'on se pose. Oui. Et comment on décide ce qui est important? Comment on décide ce qui est important? Comment on décide qu'est-ce qu'on peut protéger? Comment on décide? Et on ne s'est jamais penché sur cette question fondamentale-là. Et là, c'est pour cette raison-là qu'à la pièce, on doit décider si oui ou non on protège telle maison, puis on le fait, on s'appuie sur quoi? Bon, dans le cas précis du 674 chemin d'Elmer, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est penché, moi, sur quoi je me suis appuyé, moi, comme conseiller municipal, sur les recommandations de notre administration qui accordait une reconnaissance patrimoniale forte. Donc, ce sont des experts, nos fonctionnaires, nos employés qui accordent une reconnaissance patrimoniale forte. Donc, moi, comme élu municipal, je me suis basé là-dessus pour prendre cette décision-là puis m'opposer à la démolition. Mm-hmm. Très intéressant, surtout dans une optique de la crise du logement. Là, c'est un sujet très pertinent. Merci beaucoup. C'était Steven Boivin, qui est conseiller dans le district d'Elmer. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et là, on va passer à un autre sujet qui est les bains de glace. Qu'est-ce qui se passe, Marianne? Vous savez, moi, le matin, j'adore me réveiller avec une tasse de café pour commencer ma journée, mais de plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui partagent leur routine matinale. Pour certains, c'est pas le confort d'une tasse de café bien chaude, mais un bain de glace. Que ce soit dans des bassines, des congélateurs ou encore des bacs de recyclage, les gens se montrent très créatifs pour embarquer dans la vague populaire du bain de glace.
On se rappelle que c'est bien connu dans le mode de vie sportif pour améliorer la circulation sanguine, mais hier, il y a un reportage de TVA qui abordait la situation et eux, ils s'inquiètent sur les effets que ça peut avoir sur la santé des gens qui ne sont pas au courant que, mettons, des problèmes cardiaques, ça peut être endommageable. Donc, faites attention, si vous essayez le bain de glace, ça prend certaines conditions, il ne faut pas tomber dans l'hypothermie non plus, donc... Faites attention à ça. D'ailleurs, là, on va revenir là-dessus après la pause. On va poursuivre la discussion parce que les bains de glace, je veux dire, pourquoi tout le monde fait ça soudainement? Là? On va continuer d'en parler. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit après la pause.